Cette présentation que je vais vous proposer durant environ 1 heure va comporter 4 parties. La première, je vous présenterai une partie des caractéristiques de ce qu'on appelle les zèbres. Je vous expliquerai aussi, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au clair avec cette question, pourquoi on appelle ça des zèbres. Surdoués, précoces, gifted, bon, on a beaucoup de synonymes. Donc une première partie de présentation des caractéristiques. Ensuite, on fera une pause de questions-réponses. Qu'est-ce que vous avez envie, besoin comme question pour pouvoir avancer sur la suite. Et puis une deuxième partie qui sera l'essentiel du message que j'ai envie de vous transférer, qui sont quelles seraient les bonnes pratiques en tant que coach pour accompagner les surdoués. À quoi doit-on porter notre attention plus précisément quand on accompagne cette population? Et vous allez voir, je fais un très très mauvais teasing puisque je vous donne déjà les mots de la fin. Globalement, ça va être « soyez coach ». Très bien. Néanmoins, j'espère que vous avez envie de rester et qu'on va pouvoir commencer par les caractéristiques des coachs, des zèbres avant des coachs, pour pouvoir avancer sur cette question. Pourquoi poser la question de comment accompagner les surdoués en coaching alors que la base de notre métier est de se dire que nous accompagnons chacun exactement comme il est et où il est. Assez étonnant du coup d'avoir besoin de parler d'une particularité spécifique. Je n'ai jamais été contactée pour une conférence sur comment accompagner les dyscalculiques en coaching, alors que c'était une de mes spécialités il y a quelques années. Donc, pourquoi les surdoués posent question à ce point-là dans le coaching? À mon sens, pour 4 raisons. D'abord, il y a une surreprésentation. Comme vous l'a dit Jeanne en introduction, il y a une surreprésentation des surdoués en coaching, en demandeurs, en clients de coaching. Vous allez le voir très rapidement au fur et à mesure que je vous présenterai les caractéristiques. Il est évident, vu les caractéristiques en termes de personnalité et en termes d'intellect, que le coaching ne peut faire que plaisir et envie aux surdoués. Donc forcément, ils ont enfin trouvé, je dis enfin parce que le coaching est en développement et peut-être moins connu que d'autres formes d'accompagnement, le surdoué a enfin trouvé un lieu, une manière d'être accompagné qui correspond strictement à sa personnalité et ses besoins. Certaines fois, je fantasme et je me dis que le coaching a été inventé pour les surdoués parce que c'est exactement ce dont ils ont besoin. Ensuite, parce qu'il y a une surreprésentation des surdoués chez les coachs. Je vais vous le partager tout à l'heure. On dit que les surdoués, c'est-à-dire ceux qui ont au test de la Weiss 130 de QI total ou plus, sont environ de 2% de la population. Parmi les personnes que j'ai en supervision dans les coachs, on doit être grosso modo à 15 à 20%. Donc on a 10 fois plus. Bien sûr, c'est pas représentatif, c'est pas statistique ce que je vous dis, mais j'estime qu'on a 10 fois plus de surdoués dans les clients et dans les coachs que dans la population normale. Quelque part, la raison est la même que pour les clients. Bien entendu, si le coaching correspond bien aux surdoués en tant que client, forcément ça leur correspond bien aussi en tant que professionnel. La troisième raison pour laquelle il y a surreprésentation de cette question dans le coaching, c'est que les surdoués ont toutes les caractéristiques, normalement, pour être extrêmement efficients à l'école. Sauf que, pas de chance, pas tant que ça en fait. Du coup, il y a une espèce de décalage entre les attentes des enseignants, des parents par rapport aux résultats scolaires, des enfants eux-mêmes, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, qui disent comment se fait-il qu'un enfant aussi intelligent n'ait pas des résultats scolaires conformes à nos attentes, nos envies, nos fantasmes, et comment peut-on faire pour les remettre en marche? Et les solutions
vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, les solutions classiques de remédiation scolaire ne fonctionnent pas, puisqu'on n'est pas sur le même type d'apprentissage dans cette population que dans une population dite normale, dans la norme. Du coup, forcément, on cherche des solutions différentes. Qui dit solutions différentes peut dire aujourd'hui encore pour les 15-25 ans, coaching, parce que c'est pas encore habituel, c'est pas encore dans la norme, dans les habitudes. Quatrième raison pour laquelle cette question se pose plutôt pas mal, c'est quelque part une raison sociologique. Cette différence d'intelligence ou de mode de pensée est à la fois une différence réelle et à la fois quelque chose dont on s'autorise à parler. Vous avez des personnes qui peuvent parler librement de quelqu'un qui est surdoué, qui a un QI supérieur. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui librement parle de quelqu'un qui a un QI inférieur ? Non, c'est mal. Vous savez, on ne parle plus de sourds, on parle de malentendants, on ne parle plus de personnes aveugles, on dit les malvoyants. Il y a la déficience qui pose problème et dont on tait régulièrement l'existence. Le surdon fait partie de ces déficiences. Puisque c'est un déficit, il apparaît dans la classification des troubles cognitifs au même sens que le retard mental, par exemple. Et en même temps, le fantasme est que c'est un don, que c'est une qualité, et que du coup, on peut en parler librement. Cette espèce d'ambivalence entre, à la fois c'est un déficit, en même temps on a envie ça gonfle l'ego, cette espèce d'ambivalence fait qu'on parle régulièrement du surdon, avec plus ou moins de facilité, et en même temps une certaine souplesse. Voilà donc pourquoi cette question intéresse la question du lien entre surdouance et coaching. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais m'excuser de ma facilité à passer de synonyme en synonyme. Pour moi, surdoué, précoce, zèbre, talentueux, je vous propose au moins pour cette conférence qu'on passe sur l'idée que c'est pareil et que ce sont des synonymes. Il y a des centaines de pages écrites sur le fait qu'il vaudrait mieux parler de surdoué ou parler de haut potentiel ou de très haut potentiel ou de... Passons sur cette question, au moins pour cette conférence. Si dans les questions-réponses ou tout à l'heure, autour d'un café, vous avez envie qu'on échange sur cette question, ce sera avec grand plaisir. Posons ici qu'on prend globalement le tout dans le même panier. Alors, quelques mots sur le surdoué. Le surdoué, c'est quoi ? Eh bien, il y a un fantasme global partagé à la fois par les personnes qui ne connaissent rien au surdon, mais aussi en latent par des personnes qui connaissent le surdon. Que le surdoué est un premier de la classe qui adore les mathématiques, qui est très enfermé dans son monde, qui est détesté par la classe et surtout qui porte des lunettes, si possible, rondes à écailles. C'est à peine caricatural. J'ai visité plusieurs écoles où on accompagne les surdoués, où les enseignants sont formés à l'enseignement auprès des surdoués, et malgré tout, ils parviennent encore à dire « Mais mon Dieu, non, lui, je suis pas sûre que ce soit un surdoué, il est bon en sport. » Je vous promets, j'ai entendu ça. Espèce de caricature du petit Agnan qui est premier de la classe, détesté par l'ensemble de la classe, sauf par la maîtresse qui le trouve très gentil. C'est une caricature totalement fausse. Il y a autant de surdoués qui sont extrêmement bons en maths que d'autres qui sont très mauvais en maths. Certains sont très bons dans toutes les matières intellectuelles et ailleurs, en artistique, en sport. Certains sont très épanouis, d'autres beaucoup moins épanouis. Cette grande caricature est principalement véhiculée d'abord par la confusion entre très bonne intelligence adaptée à l'école et surdon. Il y a à peu près un tiers des surdoués qui ont une intelligence absolument pas adaptée à l'école et qui donc sont en échec scolaire récurrent et précoce. La deuxième cause de cette caricature, c'est le fait que
de nombreux écrits partagés avec le grand public sur la surdouance sont publiés par des personnes qui sont thérapeutes. Elles font un travail formidable. Tout le monde a lu, tous ceux qui sont intéressés à cette question ont lu le livre de Sio Fachin, qui pareil, trop intelligent pour être heureux, qui par ailleurs est très bien fait et que j'apprécie beaucoup et que je propose souvent aux parents de surdoués de lire. Néanmoins, ça met un prisme dans le surdon qui est le prisme des personnes qui vont mal puisqu'elles vont en thérapie. Et donc on a l'impression que quelqu'un qui est surdoué, c'est forcément quelqu'un de renfermé, qui n'a pas de vie sociale et qui est super malheureux. C'est vrai, il y en a, c'est pas une proportion très faible. Il y en a beaucoup qui vont pas si bien que ça. Et en même temps, il y en a énormément qui vont bien, qui, entre guillemets, passent inaperçus, qu'on côtoie sans se dire « Tiens, il est bizarre » ou il doit être surdoué, lui, version, il n'est pas tout à fait avec nous. Il y en a qui vont très bien aussi, mais ils ne sont pas documentés dans les publications. En tout cas, pas dans les publications ouvertes au grand public. Je vous mettrai une bibliographie. Vous allez voir, il y a un certain nombre d'ouvrages qui apparaissent maintenant sur les surdoués qui vont bien. Pas les très talentueux ou pas, juste ceux qui, entre guillemets, se fondent dans la masse. Dans le bon sens du terme, qui sont juste intégrés et ça va bien, ils ont une particularité, comme d'autres ont une particularité sur autre chose, et c'est super. Depuis 5-6 ans, on a une nouvelle caricature du surdoué qui m'amuse beaucoup. Je suis une grande fan de séries télé, principalement sur les surdoués. Vous imaginez bien que, vu mon métier, j'adore ça. La nouvelle caricature, le nouvel archétype du surdoué, c'est quelqu'un de totalement antisocial, extrêmement geek, très doué en informatique et en électronique, et très socialement inadapté et rebelle. D'accord ? Allez voir ces séries, c'est très drôle, c'est un nouvel archétype. Je ne sais pas s'il est mieux ou moins bien que l'autre. Je me dis que si on a deux archétypes qui se côtoient, peut-être qu'à un moment, les personnes se diront c'est peut-être l'un ou l'autre. On a gagné en possible, c'est peut-être déjà pas mal. Pour une fois que ça s'est posé, une fois posé la question de pourquoi cette conférence, je vous propose d'aller un cran plus loin et de nous attarder sur les particularités des zèbres. C'est Jeanne Sio Fachin qui appelle les surdoués les zèbres en disant ce ne sont pas tout à fait des chevaux comme le reste de la population. Ils se reconnaissent vite et en même temps ils sont différents les uns des autres. Les rayures des zèbres étant spécifiques d'un zèbre à l'autre, elle a décidé que c'était le plus bel archétype à ses yeux. Vous entendrez donc beaucoup de personnes qui parlent de zèbres puisque cette appellation est moins connotée que les autres. Précoce, ça veut dire qui a fait les choses avant les autres. Il y a des tas de surdoués qui, ne lisent pas à 4 ans, n'ont pas appris à faire des intégrales triples tout seul. Il y en a plein. Surdoué, il y a une question de valeur. C'est au-dessus des autres, alors que la plupart des surdoués ne sont pas au-dessus des autres. Ils sont à côté des autres. C'est juste une intelligence différente, pas pareille. À haut potentiel, pour ceux qui, dans la salle, sont surdoués, vous savez combien ça peut mettre la boule au ventre. Tu as un haut potentiel, sous-entendu, très bien, t'en fais quoi ? C'est pas super agréable à porter. Donc vous entendez qu'il y a énormément d'appellations qui sont très culpabilisantes ou simplement fausses. Et c'est pour ça que Jeanne Sio Fachin a parlé de zèbres et que je vous ai trouvé sur Internet de jolies photos de zèbres de différentes natures pour qu'on puisse partager autour de cette question. Donc, je vous l'ai dit, une première partie sur les particularités des zèbres. J'ai choisi délibérément, pour ne pas faire une liste à la Prévert de tout ce qu'on peut lire sur les zèbres, de vous faire des particularités spécifiques à la fois d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue relationnel et émotionnel, mais uniquement celles qui, moi, me servent en tant que coach. Donc je me suis volontairement restreinte sur cette question. Après ce passage, on fera des questions-réponses avant d'aller sur les caractéristiques du coach de zèbre. Ça vous va ? Allez. Ce qu'il faut pour les accompagner avec justesse, ce que nous devons connaître.
tout petit passage sur quel est le diagnostic qui peut être porté et qui peut être amené ou pas dans un cabinet de coaching. Je vous rappelle ou je vous indique que aujourd'hui encore, le diagnostic de surdoué est un diagnostic avant tout clinique, c'est-à-dire qui est posé par un psychiatre ou un psychologue formé à cette destination et qui s'appuie sur des caractéristiques cliniques. Et pour autant, il n'est validé que lorsqu'on a passé un test de QI. Donc c'est assez étonnant que tout le monde s'accorde à dire que ce sont des indices cliniques qui font poser le diagnostic, mais que le diagnostic n'est que validé par un test. Vous trouverez une quantité de littérature incroyable sur combien ce test est pas fiable, pas correct, qu'on s'y retrouve pas, etc. Et en même temps, c'est celui qui fait loi aujourd'hui. Donc, test de Wechsler, qui a été, dont la première version date de 1939, si je ne m'abuse, et qui classe la population en catégories. C'est-à-dire que chaque population est testée avec les mêmes tests, ce qui donne lieu à 4 grandes échelles, et on compare chaque individu, les résultats de chaque individu, aux résultats de la population garçon-fille et de sa tranche d'âge, pour comparer où il se situe par rapport à la norme. J'ai vraiment envie de rappeler qu'on n'est pas dans une question de normalité avec le surdon ou d'anormalité par rapport à la pathologie, mais par rapport à la norme. Quelqu'un qui est normal dans ce cas-ci, c'est pas quelqu'un qui n'est pas malade, c'est quelqu'un qui fait partie de la norme. Et la norme, c'est les personnes qui ont un QI entre 85 et 115, puisqu'on a une moyenne de la courbe de Gauss, de la courbe normale à 100, avec un écart type de 15. On a donc 68% de la population qui a un QI entre 85 et 115. Ça, c'est la grande majorité de la population. Après, on dit qu'à 2 écarts types de la moyenne, on reste dans la norme, puisqu'il y a, vous le voyez ici, 14% de plus de chaque côté, qui font qu'au global, on a 92% de la population qui se situe entre un QI de 70 et 230. En coaching, vous n'allez jamais avoir des personnes qui ont un QI inférieur à 70. Le coaching n'est pas abordable par ces personnes-là. Elles ont d'autres formes d'accompagnement formidables et c'est bien pour nous. De l'autre côté, vous allez avoir des personnes qui sortent de la norme. C'est les personnes ma langue elle est fourchée, j'allais dire qu'ils sont atteints. D'accord ? Non, ils ne sont pas atteints. Ils ont des résultats au test de QI supérieurs à 130. De 130 à plus, c'est une échelle non fermée. D'accord ? Elle est ouverte. On va avoir 2% de la population qui sont dits surdoués. Ces normes sont réactualisées région par région, continent par continent, tous les 3-4 ans. Donc à la fois on sait qu'il y a une augmentation du QI général pour plein de raisons, entre autres parce que c'est un test qui essaye d'être le plus neutre possible culturellement et en même temps qui n'est pas tout à fait libéré de la culture. Comme on a des personnes de plus en plus cultivées, il est normal que le QI augmente de plus en plus. Néanmoins, comme les normes sont réactualisées, quelqu'un qui aujourd'hui est testé avec un test de QI et a une évaluation de 130 ou plus, reste quelqu'un qui est hors norme, puisque 98% de la population de son âge et de son genre a une intelligence sur ce test inférieure à la sienne. D'accord ? Très bien. Une fois que c'est dit, une fois qu'on a posé le chiffre sur le front d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte, et pour certains psychologues, malheureusement c'est le cas, ils posent un chiffre, j'ai vu des résultats envoyés par mail. Vous avez 156 de QI. Vous recevrez le compte-rendu dans 4 à 5 semaines.
D'accord? Ça, c'est des personnes qu'on peut avoir en coaching parce qu'elles arrivent avec le mail et elles disent « je fais quoi ?» Là, je ne sais juste pas quoi faire, je fais quoi? À juste titre, c'est criminel de faire ça. C'est poser une question d'identité chez une personne sans lui donner la possibilité de dealer avec. Donc, une fois que le test a dit effectivement surdoué ou pas surdoué, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Cette étiquette ne résume pas tout, puisque ce n'est souvent qu'un chiffre, les personnes ne voient pas en quoi ça fait partie de leur identité. On a un gros travail à faire, que ce soit en tant que coach ou en tant que thérapeute, pour ceux qui le sont également, d'appropriation de cette question dans l'identité. La question de savoir quel est le chiffre de QI qu'on a est finalement très peu intéressante. La question, c'est surtout, très bien, je suis différent, j'en fais quoi? Comment je l'intègre à cette idée? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Je suis pareil que qui? Je suis différent que qui? C'est probablement la vraie grande question des surdoués. Quelles sont les spécificités cognitives? Je vous ai dit, 3 grandes spécificités, des cognitives, des relationnelles et des émotionnelles. Spécificité cognitive, les surdoués ont un mode de pensée particulier. D'abord, ils adorent réfléchir. Pour la plupart, c'est une passion, voire ça peut être un gouffre, ça peut être quelque chose dans lequel ils se perdent. Ils adorent réfléchir, parfois sur un sujet particulier, parfois sur à peu près n'importe quoi, du moment que ça permet la réflexion. Ils ont une pensée en arborescence, c'est-à-dire que si vous leur présentez une question, ils vont par rebond penser à une première idée, une deuxième idée, la suite de la première idée, la suite de la deuxième, une troisième idée, la suite de la quatrième, et petit à petit, ils peuvent être noyés par la quantité d'informations auxquelles ils pensent, ou ils peuvent noyer les autres, entre autres le coach. Ils ont des pensées en parallèle. Ne demandez pas à la majorité des surdoués de se concentrer sur une pensée à la fois. Vous pouvez toujours leur demander. La plupart sont totalement incapables de le faire. La question va être de savoir comment on guide les pensées parallèles pour qu'elles soient tout aussi efficaces, voire qu'elles renforcent le travail qu'on fait avec eux. Ensuite, ils ont une pensée intuitive. Ils ont, pour la plupart, une vitesse de traitement et un fonctionnement, on va voir tout à l'heure pourquoi, qui fait qu'ils sont capables de vous donner la réponse à une question purement intellectuelle, c'est-à-dire du type une question mathématique, d'accord, mais aussi intuitive sur eux, qui fait qu'ils peuvent vous donner la réponse de manière intuitive sans être capables de donner le raisonnement qui mène à cette réponse. Ce qui dans la scolarité pose un gros problème, ce qui en coaching peut aussi parfois dérouter, parce qu'ils ont des espèces de flash intuitifs de ce qu'il faut ou pas pour eux, sans être capables de poser les bases, comme on aimerait parfois qu'ils le fassent avec un raisonnement construit. Deuxième caractéristique cognitive importante, ils ont ce qu'on appelle dans le langage psy un déficit d'inhibition latente. Nous avons tous un truc formidable à notre panel d'outils d'être humain, c'est l'inhibition latente. Vous le vivez, pour l'instant, plein pot. L'inhibition latente vous aide à m'écouter sans entendre les bruits qui sont derrière. Les entendre ou en tout cas sans y prêter attention. Ça vous aide aussi, l'inhibition latente, à pouvoir vous concentrer sur ce que je vous propose sans aller chercher l'idée qui émerge d'une parole et qui pourrait vous éloigner à peu près à 200 km d'ici. Donc l'inhibition latente est quelque chose que nous utilisons tous les jours, que nous apprenons aux petits bambins de 3, 4, 5 ans. C'est globalement un énorme apprentissage de l'école maternelle, c'est de renforcer l'inhibition latente, la capacité à focaliser son attention, sa réflexion, sa pensée sur quelque chose. Malheureusement, quand on a beaucoup de réflexion et qu'elle va très vite et qu'on est capable de travailler en parallèle sur plusieurs idées, l'inhibition latente, elle est un petit peu moins nécessaire. Donc on va avoir chez la plupart des surdoués un déficit d'inhibition latente. Ils vont en avoir moins. Ça peut donner des enfants, voire des adultes, extrêmement distractibles, d'accord ?
parce qu'ils sont occupés à écouter, et puis tout à coup, il y a un bruit là de grue super intéressant, parce que inhabituel par rapport à ce qu'ils écoutent d'habitude, d'accord? Et ils peuvent partir dans leurs pensées sur le bruit de la grue qui se trouve juste à côté. Autre difficulté, ou pas forcément difficulté, parfois grand avantage de l'inhibition, du déficit d'inhibition latente, c'est que là où la majorité des personnes habituelles dans la norme se sentent coincées dans un cadre, la plupart des surdoués ne se sentent absolument pas coincés, ce qui donne en général des personnes extrêmement créatives, souvent qui ne le savent pas d'ailleurs, en tout cas pour une part importante qui ne le savent pas, mais elles sont extrêmement créatives. S'il y a bien un endroit où la créativité n'est pas forcément une force, c'est à l'école. D'accord ? Parce que l'inhibition latente permet aussi de se dire « je vais concentrer mes demandes à ce que l'enseignant demande strictement ». Et ça, les surdoués, en général, à l'école ou dans le monde de l'entreprise, sont beaucoup moins doués que les autres pour restreindre leurs pensées au cadre. Ils vont avoir du mal à comprendre les implicites. Un implicite, c'est quoi ? Ça n'est finalement qu'un cadre communément admis par tout le monde alors qu'on ne l'a pas partagé. Très bien. J'ai entendu une discussion entre une petite fille et son grand-père il n'y a pas tellement longtemps. Tous les deux surdoués, c'était extraordinaire de manque d'inhibition latente. Je vous donne juste les quelques phrases. C'était « Ma chérie, pourrais-tu venir manger ?»« Oui, grand-père. » Et elle continue à jouer. « Mais je ne comprends pas, je t'ai demandé de venir manger. »« Oui, je sais, j'ai entendu. » Et là, le grand-père se met dans une rage folle. « Tu mets en cause mon autorité. »« Ben non, pourquoi ?» Elle, très calme. « Ben, parce que je te demande de venir manger et tu ne viens pas. »« Mais tu ne m'as pas demandé de venir manger. Tu m'as demandé si je pouvais le faire, c'est vrai. » Et c'était extrêmement mignon de voir, c'était une réflexion, non pas d'une petite de 2 ou 3 ans, ce qu'on a l'habitude d'avoir, elle a 11 ans. Et à 11 ans, ça peut encore, quand on a un déficit d'inhibition latente, ne pas comprendre l'implicite d'une phrase aussi simple que « pourrais-tu venir manger ?» auquel la plupart des enfants de 11 ans disent « oui, j'arrive ». Très bien. Parce qu'ils ont un cadre qu'ils considèrent comme admis et qu'ils suivent. Dernière spécificité cognitive, l'hypersensorialité. Je ne vous parle pas ici de sensibilité émotionnelle, mais des sens, des 5 sens. La plupart des surdoués, et on l'oublie trop souvent, sont extrêmement sensibles, voire ont une sensibilité très hors norme qui leur donne une sensibilité différente sur l'audition. On a beaucoup d'hyperacousique sur la vision qui va... alors, les autres aussi, ça peut être le cas. L'hypersensibilité olfactive est extrêmement compliquée à gérer parce qu'on est entouré en permanence d'odeurs que la plupart des gens mettent de côté très simplement. Quand on les reçoit à 3, 4, 5 fois l'intensité de ce que les autres reçoivent, ça peut devenir compliqué. En particulier, à la fois en coaching et dans la scolarité, l'hyperacousie est un vrai problème puisqu'on a un seuil de tolérance à l'ensemble des personnes d'une part et au haussement de ton d'autre part particulier. Il y a pas mal de surdoués qui disent « je ne pouvais plus rester dans la classe, il y avait trop de bruit » ou l'enseignant m'a crié dessus, c'était insupportable. Bon, c'est pas si insupportable, l'enseignant il crie régulièrement sur les enfants. Pas tant que ça en fait, si on a un seuil auditif 3 ou 4 fois plus élevé, ça devient une vraie torture. Spécificité comportementale et affective. J'avais entendu jusqu'à présent, c'était des spécificités intellectuelles. La plupart des personnes sont plutôt claires avec ces questions. En termes comportemental et affectifs, on a quelques aspects aussi. La première, ce sont des personnes qui très tôt, donc de manière précoce et à la fois de manière très élevée, y compris à l'âge adulte, ont une question sur le sens moral et la sensibilité aux questions universelles très élevée, qui peut paraître pour certains proche de l'obsession. Ce sont des personnes
qui vont attendre de toute personne autour d'elle un haut sens moral et un alignement, une congruence entre ce que la personne fait, dit, pense et la manière dont elle agit. Ça a tout son charme quand on accompagne les surdoués, puisqu'ils vont faire référence à des valeurs, à une éthique, à une mission de vie, ce dont les coachs se régalent en général. Ça peut de temps en temps jouer des tours parce qu'elles attendent, y compris des coachs, mais aussi de leurs parents, de leurs enseignants, un alignement et une congruence que globalement aucun être humain ne peut atteindre. C'est totalement inatteignable. On rencontre en coaching scolaire très très souvent des adolescents plutôt pas dans la rébellion, plutôt ok, et qui pourtant disent « Mon professeur de mathématiques n'est absolument pas aligné, je ne vois donc pas pourquoi je travaillerais pour une personne qui ne mérite pas mon respect. » Et là, ça peut poser de grandes difficultés. Pareil, face au coach, ils peuvent demander un alignement, une congruence, et choisir le coach intuitivement sur cette question-là. Après, à nous, en tant que coach, à la fois de mériter ce choix et de pouvoir le tenir. Ça, c'est pas toujours simple. Ils ont aussi un abord permanent sur les questions de la mort, la vie, le sens de la vie. C'est donc des personnes qu'on va très souvent accompagner sur ces questions-là. Cas classique d'un surdoué de 16-17 ans, aidez-moi à trouver ce que je vais faire de ma vie qui ne me fera pas regretter ce que j'ai vécu le jour de ma mort. Si vous avez quelqu'un dans la norme qui vous pose cette question-là, forcément vous allez avoir des signaux d'alerte. Pourquoi me parle-t-il de la mort? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en jeu pour lui? Chez le surdoué, la plupart du temps, c'est juste normal parce que c'est une question qui se pose à peu près depuis ces 2 ans. Donc jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Il faut juste être alerté sur le fait que oui, c'est normal ce genre de question. Il se la pose régulièrement, voire il la pose aux autres. Et je vous promets que certains enseignants sont un petit peu coincés aux entournures quand ils ont ce genre de questions. Avant-dernière spécificité comportementale et affective, le besoin et le désir impérieux d'autonomie. C'est une des raisons principales pour lesquelles les zèbres se sentent comme des poissons dans l'eau en coaching. Parce que bien sûr, le coaching est un des accompagnements qui amène et autorise l'autonomie. Autonomie par rapport aux parents, par rapport au système, par rapport au coach. Jusque-là, vous allez me dire, tout va bien. Sauf que, première difficulté, l'autonomie réelle des personnes que nous accompagnons, des 15-25 ans que nous accompagnons, n'est pas à la hauteur de leurs exigences sur certains aspects. À nous, parfois, de les ramener sur la réalité de l'autonomie. Je veux décider à 15 ans de ma future vie professionnelle et scolaire, à la fois sur le métier, l'établissement, les notes que je vais avoir, je veux tout décider. Formidable, vos parents en pensent quoi? Mes parents, c'est ma vie, non? Oui, d'accord, et en même temps, ils font encore un peu partie du système dans lequel vous évoluez. On a d'ailleurs souvent des parents de surdoués qui nous amènent leur adolescent ou leur jeune adulte en disant « De toute façon, moi, je ne sais plus rien faire avec lui ou avec elle. C'est pas une question que ça se passe mal, ça se passe plutôt bien. Je n'ai juste pas mon mot à dire à aucun moment. » D'accord ? Pas de panique jusque-là pour nous en tant que coach. Sachez que les thérapeutes de surdoués ont ce genre de problématique depuis que les enfants ont 4-5 ans. Les parents qui disent « Je ne peux de toute façon rien décider pour ma fille ou mon fils. Il a décidé qu'il était autonome. » Donc ça, c'est la première réflexion sur l'autonomie. Deuxième aspect de l'autonomie, c'est une autonomie de pensée et de réflexion. Celle-là, elle est plus difficile à aborder et elle est extrêmement précieuse pour notre métier. Les surdoués ont un abord de personnalité qui les pousse depuis tout petit à dire qu'ils sont autonomes sur leur façon de penser par rapport à quelle est la pensée que je m'autorise à avoir et comment vais-je vérifier cette pensée. En d'autres termes, ils vont remettre en question toutes les pensées qui leur sont amenées par l'extérieur. Vous avez donc
des petits qui peuvent dire « Maman, j'ai appris à l'école que la Terre était ronde. Comment pourrais-je le vérifier ?» Le fait de prendre de facto par l'extérieur les pensées sont compliquées pour la plupart des surdoués. Ça ne va pas en s'améliorant avec l'âge, puisque très souvent les réponses qui sont amenées par l'extérieur ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Pas à la hauteur parce que la plupart du temps, on n'a pas la possibilité de prendre le temps de leur répondre. D'accord ? Si, tout petit, vous essayez de répondre à l'ensemble des questions qu'un surdoué se pose, vous vous y perdez autant que lui, puisqu'il voit la Terre, il voit l'horizon, il dit « Maman, ça a l'air d'être plat, comment je peux vérifier que la Terre est ronde ?» Vous vous dites que vous êtes en vacances, tranquille, qu'il fait beau. Vous prenez Internet, souvent, parce que globalement, enfin vous, je sais pas, moi j'ai toute une série de questions comme ça, ou comment puis-je vérifier là tout de suite que la Terre est ronde ? C'est pas simple à répondre pour moi. Donc vous prenez Internet, vous expliquez à petit bouchon comment on peut vérifier. Il est satisfait parce qu'enfin vous lui avez donné une réponse correcte. Il fait 3 pas et là il a la question de pourquoi les galets sont ronds sur la plage et pourquoi chez mes grands-parents les galets sont pointus alors qu'ici ils sont ronds. Vous pouvez reprendre une demi-heure, mais de demi-heure en demi-heure, petit à petit, vous n'allez être que la source qui va remplir cette espèce de demande incessante de réponse. Donc globalement, à un moment, ces petits surdoués, devenus grands, ont eu très souvent des réponses incomplètes, des réponses agacées. « Ah, c'est bon toi avec tes questions », c'est quelque chose qu'ils ont entendu très souvent. Des réponses de quelqu'un qui n'a pas supporté la remise en question, d'accord, des professeurs entre autres, et il y a des professeurs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des professeurs formidables, il y en a aussi qui abîment nos petits zèbres, mais il y en a qui peuvent les accueillir avec beaucoup de respect, des professeurs qui sont incapables de supporter la remise en question permanente des surdoués. Du coup, on va avoir une pensée autonome, mais souvent qui va se taire. Qui va se taire parce qu'elle n'a pas eu la possibilité d'avoir des réponses à la hauteur de ce qu'elle attendait. Sauf quand on l'autorise à réfléchir par lui-même. Et là, vous vous dites que votre cabinet de coaching est formidable parce qu'il lui offre une ouverture de réflexion incroyable. Attention, quand on laisse l'autonomie est prise. Donc là, ils peuvent à un moment énormément réfléchir dans nos cabinets. C'est formidable et ça doit être cadré. Autonomie de pensée, donc ils n'acceptent pas l'autorité de penser. Voilà ce que tu dois penser. Ils trouvent eux-mêmes des façons d'aller vérifier cette autonomie de pensée. C'est une autonomie de pensée très forte et très précoce. Donc on les accueille à partir de 15 ans jusqu'à 25 ans. C'est des choses qui sont énormément ancrées. C'est formidable, mais c'est une caractéristique importante. Dernière spécificité, avant qu'on ne fasse un petit break de 5 minutes, les spécificités comportementales. Les relations de la majorité des surdoués avec l'ensemble des autres personnes sont à minima complexes. Au mieux complexe, au pire compliqué. Pourquoi complexe ? Parce que d'abord ils ont des difficultés à établir des relations. Quand vous êtes extrêmement aligné sur la conscience morale, la validation des valeurs et de la congruence, l'ensemble de vos relations sont teintées par ça. Et vous avez énormément d'adolescents qu'on peut accompagner qui vous disent de toute façon les autres ne sont pas fiables. C'est très souvent, on pense que les surdoués ont du mal à établir des relations parce qu'ils ont du mal à parler, ils n'ont pas des centres d'intérêt communs. C'est vrai, c'est une des caractéristiques, mais au-delà de ça, il y a un centre d'intérêt sur la vie, sur l'alignement avec la vie, qui en général n'est pas retrouvé dans 98% de la population. Vous avez des surdoués qui, à partir de 4-5 ans, demandent à leurs camarades quelle est la raison profonde pour laquelle tu as eu ce geste. Là, la majorité des enfants disent « je ne comprends pas la question et puis je n'en vois pas l'intérêt ». Ils peuvent avoir le sentiment d'être différents, justifiés. Je vous rappelle, ils sont pareils que 2% de la population. Pour ceux qui ont 130 de QI, pour ceux qui ont 145 de QI ou plus, ils ont
une personne sur 1000 qui a le même potentiel intellectuel qu'eux. Pour ceux qui ont un quotient intellectuel de 170, on passe à une personne sur 20 000. Autant vous dire que si vous avez une personne, prenons même un QI de 145, qui est au final relativement fréquent, vous avez une personne sur 1000 qui a la même capacité intellectuelle que vous. Très bien. Puis il y a quand même des histoires d'âge. Il faut qu'il y ait une personne sur 1000 dans votre classe d'âge. Et puis de garçons-filles. On n'a pas tout à fait la même proportion, mais imaginons même qu'il y ait 50-50. Ça veut dire que vous avez une personne sur 2000 qui a à peu près votre âge et qui a votre genre. Il faut la rencontrer et avoir un minimum de centres d'intérêt en commun avec elle. Autant vous dire qu'en tant que surdoués, ils ont la plupart du temps un peu l'impression de rechercher l'aiguille dans une botte de foin en disant « je vois bien qu'il y a des gens autour de moi, mais pour trouver la personne qui va matcher avec moi, globalement, c'est compliqué. » Et puis, il y a des centres d'intérêt différents. La majorité des surdoués vont être intéressés par les questions existentielles, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, par des questions conceptuelles. C'est pour ça qu'on peut les voir intéressés par l'astronomie, par la philosophie, par des choses où la pensée est la principale source de réflexion et d'abord. Spécificité intellectuelle, spécificité comportementale, spécificité relationnelle, voilà avec quoi nous allons, entre guillemets, devoir dealer en tant que coach quand on reçoit les 15-25 ans surdoués dans nos bureaux. Qu'on le soit ou pas d'ailleurs, nous-mêmes que nous soyons surdoués ou pas.